Alors, je vous propose de partager l'écran justement et de voir un peu le programme du jour. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? N'hésitez pas à me répondre avec le question-réponse. Est-ce que vous voyez le partage d'écran avec la mind map? Oui, ok, super, merci. Alors, c'est une mind map Mindomo. Et vous allez voir qu'une mind map Mindomo, ça peut faire pas mal de choses, et notamment ça peut être transformé en présentation. C'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs pour la présentation de ce soir. Comme on va parler de mind mapping et de diagrammes, on va parler de pensée visuelle. Plutôt que d'utiliser des logiciels de présentation comme Slideshow, comme PowerPoint ou Genially, je préférais utiliser une mind map. Et donc voilà ma première branche, bienvenue. Et puis une deuxième branche, on va parler un peu de pourquoi la pensée visuelle. Je vous ai préparé un petit truc là-dessus aussi. Et puis, je vous propose de passer en revue les outils de la pensée visuelle, notamment les cartes mentales. Alors, c'est celles qu'on connaît le mieux en général, ce sont les cartes mentales, ce qu'on appelle les mind maps. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les cartes conceptuelles, qui sont déjà moins connues. Et puis, il y a les cartes argumentaires qui, en francophonie, sont pratiquement inconnues, alors qu'en fait, c'est un outil extrêmement pratique, et notamment pour enseigner aux jeunes comment raisonner de manière logique. Et puis, il y a toute une série d'organisateurs graphiques et je vous propose tout à l'heure de les passer un peu en revue, de voir à quoi ils ressemblent et à quoi ils servent. Et puis, dans ces organisateurs, on va parler du sketchnote, qui est une technique particulière. Et puis, on va parler aussi de diagrammes, dont certains que vous connaissez, je suis sûr, comme le diagramme de Venn, on en a tous mangé pendant les études secondaires en mathématiques, le diagramme de Gantt. Et ça, on va en reparler de manière très concrète. Et puis, on verra qu'il y a d'autres choses. Et puis, je voudrais vous montrer un peu quelques fonctionnalités de Mindomo. Alors, Mindomo, qu'est-ce que c'est? Mindomo, c'est un logiciel de mind mapping collaboratif, c'est-à-dire que ça permet de créer des cartes mentales, comme celle que je suis en train comment dire, de vous montrer maintenant. Mais ces cartes mentales, elles ont en plus une fonctionnalité vraiment très intéressante, c'est qu'on peut les utiliser en ligne, à distance, en temps réel. Et donc, il y a un an de ça, on a travaillé sur un projet africain. Il y avait des gens qui étaient au Sénégal, des gens qui étaient à Paris, et moi j'étais à Bruxelles. Et on a tous travaillé sur la même carte en même temps. C'était assez fascinant d'ailleurs de voir les interventions des uns et des autres au fur et à mesure qu'on avance. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'avec une carte de ce type-là, on peut aussi gérer un projet. Et je vous propose de créer une petite carte. On ne va pas faire un truc extrêmement complexe, parce que sinon je ne veux pas vous retenir pendant 3 heures. Mais je voudrais vous montrer comment on peut faire une petite carte, par exemple, pour organiser un événement à plusieurs, et comment définir les tâches et les responsabilités de chacun, et puis exporter tout ça sous divers formats, et notamment sous le format diagramme de Gantt, qui permet de gérer les équipes et qui permet de gérer les tâches au sein d'une équipe. Et puis, je voudrais vous parler d'un autre outil que je trouve vraiment très sympa, qui est tout récent, celui-là. C'est Lucid Spark. Vous connaissez peut-être déjà un autre outil de la même famille. Et Lucid Spark, c'est un nouveau tableau blanc, mais qui est aussi collaboratif, c'est-à-dire que là aussi, on peut travailler à distance en temps réel, et on peut effectivement travailler avec différents diagrammes. Il y a des dizaines de modèles, et je crois qu'ils sont créés à peu près tous les mois. Et franchement, c'est un outil à la fois facile à utiliser et extrêmement complet. Et donc, j'avais vraiment envie de vous montrer ces deux outils-là aujourd'hui. Et donc, je propose de voir un peu, on a utilisé cet outil pour un projet, on voulait répondre à un appel d'offres, et on a utilisé cet outil pour faire un brainstorming, donc pour essayer de trouver le maximum d'idées qu'on pourrait exploiter dans ce projet. Je vais vous montrer comment on a fait. Et puis, je vais vous montrer aussi une persona. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une persona, quand vous voulez créer un projet ou un produit ou un service à destination d'un public, c'est une façon de représenter ce public, ses envies, ses attentes, ses craintes, etc. Et donc, je vais vous montrer un exemple que j'ai créé avec cet outil, mais je vais vous montrer aussi que sans sortir de cet outil, on peut créer une présentation à partir d'un diagramme, donc la personne en question, et puis l'exporter directement dans Google Slide. Et quand vous êtes dans Google Slide, vous pouvez encore ajouter d'autres outils comme Slido qui vous permet de poser des questions en direct à votre public, etc. Et donc, ce sont des outils
Aussi bien Mindomo que Lucid Spark, ce sont des outils qui sont vraiment intégrés dans une série d'autres outils. Si par exemple vous travaillez avec Google, ben, vous pouvez intégrer votre tableau collaboratif dans à peu près tous les produits Google. Si vous travaillez avec Microsoft, pareil. Donc ici, par exemple, Lucid Spark, je travaille avec Pierre sur un exercice et on l'a fait dans Zoom. Donc il est parfaitement intégré à Zoom, mais il est aussi parfaitement intégré à Teams. Donc je ne l'ai pas encore essayé dans Teams, mais je sais qu'il est intégrable dans Teams aussi. Donc ce sont des outils qui non seulement sont déjà valables par eux-mêmes, qui sont de bons produits par eux-mêmes, mais qui en plus s'intègrent facilement dans d'autres outils courants. Donc, si vous travaillez dans une association, une école ou une entreprise qui utilise déjà des produits Google ou des produits Microsoft, c'est quand même, je pense, les deux familles d'outils les plus utilisées aujourd'hui, eh bien, ça vous permet effectivement de travailler avec ces deux outils-là en plus et de les intégrer dans votre palette d'outils sans vous casser la tête, sans avoir une ligne de code à écrire ni quoi que ce soit. Et puis, on terminera, comme chaque fois, par une session de questions-réponses. Et donc, à ce moment-là, vous aurez la parole, on vous donnera la parole en direct, surtout qu'aujourd'hui, on n'est pas très, très nombreux. Donc, on va avoir l'occasion de discuter un peu plus de tout ça. Ça vous va? Alors, je vous propose de démarrer. Et donc, bienvenue, on a déjà passé ce cap-là. Donc, on va aller dans l'autre partie. Pourquoi la pensée visuelle? Alors, vous voyez qu'ici, à droite de mon sujet, ceci, on appelle ça un sujet principal. Et puis, à droite du sujet principal, vous voyez qu'il y a une espèce d'icône. Et puis, là, en fait, cette icône, c'est un lien vers une autre carte que j'ai faite cet après-midi. Alors, je vous dis tout de suite que cette carte, c'est quelque chose de très simple et de très rudimentaire, parce qu'avec la pensée visuelle, on peut faire encore plein d'autres choses, mais je voulais vous montrer, vraiment me focaliser sur quelques tâches intéressantes quand on fait du management et de la gestion de projet. Alors, pourquoi utiliser la pensée visuelle? Il faut savoir que certains concepts ou certains processus sont très difficiles à expliquer avec des mots. Quelquefois, vous expliquez pendant des heures à votre équipe, vous avez l'impression que tout le monde a compris. En fait, chacun a compris chacun a compris qu'il y a peut-être 6 interlocuteurs et il y a 6 personnes qui ont compris 6 choses différentes. Alors, pour éviter ce genre de choses, eh bien, on utilise des graphiques qui sont issus de la pensée visuelle. Pourquoi faire? Notamment pour communiquer. Et donc, on peut faire une présentation, c'est ce que je suis en train de faire. On peut faire un storyboard. Par exemple, vous êtes en train de faire une vidéo, et au lieu de faire un scénario de la vidéo, vous dessinez. Et vous faites un storyboard. C'est-à-dire que chaque case va correspondre à une scène de votre vidéo. C'est une façon très, très simple, et en même temps très dynamique et très visuelle de voir à quoi va ressembler votre vidéo à la fin du processus. Un sommaire, on peut faire le sommaire d'un livre. Pierre et moi, on a fait des textes, on a utilisé une carte comme celle-ci comme sommaire. Expliquer un processus. Dans les outils que je vais vous montrer tout à l'heure, dans les organisateurs graphiques, il y a notamment ce qu'on appelle les cartes conceptuelles. Et là, vous allez voir qu'on peut expliquer très facilement un processus avec une carte conceptuelle. Par exemple, un voyage avec les différentes étapes, mais aussi les différentes étapes de fabrication d'un produit, de mise en place d'un service, etc. Bon, moi, j'aime bien les trucs bien structurés. J'aime pas les présentations ou les documents qui partent dans tous les sens. Une présentation où finalement, on ne vous a pas dit de quoi on allait parler, et puis on est parti dans tous les sens. Et à la fin de la présentation, vous vous demandez encore ce que vous faites là. J'ai vraiment horreur de ça. Et donc, j'aime bien avoir une carte, soit une carte mentale, ou une carte conceptuelle, ou un storyboard, pour vraiment structurer ce que je vais présenter. Et donc, j'aime bien ça pour structurer les documents. Et donc, par exemple, avec Pierre et Félix Lavius, on a écrit un livre sur le micro-learning. Alors, Pierre était à Lille, Félix à Lyon et moi à Bruxelles. Et à 3, on a fait une carte mentale et on est parti de cette carte pour structurer le livre et dessiner les différents chapitres du livre avant de les écrire. Ça nous a vraiment facilité la vie. Et puis, on peut structurer une vidéo. Donc, on peut prendre un storyboard, mais on peut aussi prendre une mind map ou même une ligne du temps. Donc, il y a plein d'outils visuels qu'on peut utiliser et qui sont interchangeables. On peut aussi structurer une formation. Bon, moi, je fais des formations tout au long de l'année. Et mes formations, je ne les fais plus jamais autrement que je fais d'abord une mind map, j'ai mes idées en tête et je les mets sur la carte. Et déjà sur la carte, je peux voir, tiens, ça, c'est pas à la bonne place. Et il suffit que je déplace une branche avec, par exemple, ici, c'est brainwriting et brainstorming ne sont pas au bon endroit. Il suffit que je les déplace et hop, je viens les mettre ailleurs sur ma carte. Vous voyez que c'est vraiment très facile, hein, glisser-déposer.
et c'est au bon endroit directement. Alors, vous voyez ici que mon brainwriting, il est entouré en vert. Pourquoi? Parce que je partage cette carte avec Pierre et que Pierre est ici sur ce brainwriting. Tu peux ajouter un sous-sujet peut-être, Pierre? Comme ça, on voit ton intervention directe. Ouais. Voilà, donc vous voyez qu'il a ajouté un sujet secondaire. Donc ça, c'est Pierre qui est à Lille en ce moment, qui ajoute un sujet sur ma carte. Et moi, je suis à Bruxelles. On travaille tous les deux sur la même carte. La distance n'a aucun effet. Peut-être qu'on devra attendre une seconde de plus si, par exemple, il est à Buenos Aires plutôt qu'à Lille. Mais sinon, ça n'a aucun effet sur la carte elle-même. Alors, brainwriting silencieux pour ne pas avoir d'effet de leadership. Alors, effectivement, donc, je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'est un brainstorming. Donc, un brainstorming, c'est une réunion où effectivement chacun vient avec des propositions, des idées. On essaie d'avoir le plus d'idées possible. Dans un premier temps, on ne s'occupe pas de la qualité, on s'occupe de la quantité. Je vous montrerai tout à l'heure un brainstorming qu'on a réalisé avec Lucid Spark. Dans un brainwriting, c'est différent. Et donc, comme dit Pierre, c'est silencieux. Pourquoi? Parce qu'au lieu de demander aux gens de venir présenter sur un tableau leurs idées, on va leur demander de les écrire. On les écrit individuellement, sans parler, donc silencieusement, et puis on les remet ensemble à la fin du processus. Alors, pour ne pas avoir d'effet de leadership, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une personnalité très forte dans un groupe, ben c'est lui qui va s'imposer et c'est lui qui va dicter, lui ou elle, qui va dicter ses idées aux autres. Et certains qui sont peut-être un peu plus timides ben, ne vont pas oser s'exprimer et vont laisser la personne finalement diriger tout le jeu et donner ses idées et les autres pour rentrer chez eux en disant ben, moi, je n'ai même pas eu l'occasion de m'exprimer. Donc, avec un brainwriting, on peut effectivement éviter ce genre d'écueil. Alors, le 365, ben, en fait, c'est une espèce de brainwriting, mais je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est exactement. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et vous allez voir qu'en peu de temps, on a réussi quand même à réunir pas mal d'idées très intéressantes. Et comme je le disais, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la qualité des idées, mais c'est d'en avoir le plus possible. Et dans un deuxième temps, on choisit celles qui sont valables, qui sont faisables, et celles qui sont les plus pertinentes par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, je sais pas, je vais peut-être trop vite. Dites-le moi, faites-moi signe si vous trouvez que je vais un peu trop vite, parce que j'ai tendance parfois à m'emballer, surtout quand ce sont des sujets qui m'intéressent. Bonjour Jean-Philippe. Alors, pour gérer, ben oui, on peut gérer pas mal de choses avec les outils visuels, notamment on peut gérer un projet. On va voir tout de suite comment on peut faire. On peut gérer une équipe avec différents outils visuels. Ben, on peut effectivement communiquer mieux avec une équipe, on peut motiver les gens, on peut aussi avoir un feedback, c'est-à-dire un retour des gens sur ce qu'on leur propose, etc. Et donc, qui permet de voir si effectivement on est bien en phase avec son équipe ou bien si on est en train de jouer tout seul alors que les autres sont en train de faire un groupe à part. On peut gérer une entreprise, on peut très bien faire comment dire, un business plan à partir d'une mind map ou d'une série de mind maps. Comme on peut lier les cartes entre elles, ben on peut avoir un business plan avec un tableau de contrôle et puis les différentes dimensions du projet qui sont chaque fois une carte fille, donc ce qu'on appelle une carte fille. On peut gérer une institution comme une école, comme une association, comme une université, etc. Alors, vous voyez que Pierre est déjà en train d'ajouter des choses dans la carte. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vois qu'il est pressé, donc on va bosser tout de suite. Alors, ce que je vous propose, ben, on va retourner dans l'autre carte, voilà, avec la pensée visuelle. Et oh ben non, je propose de garder celle-ci, tiens. On va changer un peu de truc. Et donc, puisqu'on parle de gérer un projet, une équipe, etc., ben, je vous propose de refaire une nouvelle carte et gestion d'événements. Alors, je vais proposer à Pierre de faire une gestion d'événements ensemble et on va voir comment on peut chacun ajouter des choses et comment on peut gérer les tâches de chacun. La gestion d'événements ici, ce n'est que le sous-sujet d'une carte qui existe déjà. Et moi, j'ai envie que ça devienne une autre carte mentale. Et donc ici, je vais cliquer sur l'onglet, je vais aller sur Outils, et puis de là, créer comme map. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sous-sujet va devenir une nouvelle mind map, une nouvelle carte. Voilà, elle est en ligne. Gestion d'événements. OK. Alors, vous voyez que, comme tout à l'heure, j'ai une petite icône qui est venue s'ajouter ici.
et je vais cliquer dessus. Donc, c'est en train de construire la carte en même temps que je vous parle. Alors, cette carte gestion d'événements, je trouve que ce serait bien de mettre ça sur 2 lignes. Voilà. Alors, gestion d'événements, ben, une carte mentale, c'est normalement constitué de textes et d'images. Et par exemple, ici, ben, je peux ajouter des images qui viennent, par exemple, ici, dans le cloud, j'ai déjà des images que j'ai utilisées et que je peux réutiliser ici. Donc, gestion d'événements, mais je vais prendre voilà, ceci, par exemple, qui montre un cycle. Voilà, organiser un voyage. OK. Ben, allons-y. Alors, pour organiser le voyage, euh, décider, il faut d'abord décider de la destination. Qui va décider de la destination, Pierre ou moi? Marco, il faut peut-être simplement repartir un petit peu, expliquer que pour Attends, faire. je ne t'entends pas, Pierre. Je ne sais pas si les autres t'entendent, mais moi, je ne t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez là? Là, oui. Je Donc, crois que tu dois t'approcher de ton micro. je disais simplement que pour peut-être repartir des bases, il faut Mhm. simplement expliquer que en faisant un double clic avec la touche contrôle sur une carte mentale, on va faire un sujet flottant. C'est-à-dire que Mhm. tout va se faire comme quand vous êtes avec un brainwriting ou un brainstorming, comment on va collecter les idées. Et il faut absolument les collecter avant de les classer, hein, puisque c'est ce qu'on appelle la théorie, les 4 C, collecter les idées, donc pensée divergente, donc organiser un voyage. Bah, d'ailleurs, on pourrait partager nos idées en direct ou sinon, puisque là, vous n'êtes pas forcément sur le logiciel, mais ça sera prendrait un petit peu quelques minutes, mais on peut simplement prendre aussi les idées que vous nous dites et puis on va les taper comme des sujets flottants et ensuite on va tout simplement les organiser, c'est-à-dire les classer. Hein, donc là, on va être en pensée convergente cette fois-ci. Et après, le troisième C des 4 C, c'est la, la configuration, c'est-à-dire qu'on va ajouter sur chacune des branches des images, des liens hypertextes, des fichiers, quels que soient les fichiers numériques, y compris des fichiers audio. Hein. Et puis évidemment des liens vers des vidéos YouTube, etc., etc. Donc globalement, on va commencer par collecter les idées. Donc déjà, ne serait-ce que sur organiser un voyage, peut-être qu'il y en a qui veulent préparer leurs prochaines vacances. Donc Mhm. on peut récupérer quelques idées. Et puis après, on va, à partir du moment où on sait où on veut aller, effectivement, on glissera déposer chacune des idées. Par exemple, ici, j'ai mis simplement avant, pendant, après, et ça peut être un autre classement. Hein. Ça peut être un QQ ou QCCP, c'est-à-dire qui va partir, où est-ce qu'on va partir, comment on va partir, combien ça va coûter, quand est-ce qu'on va partir, etc. Donc, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est que vous nous dites, on va avoir d'abord une collecte d'idées sans qu'on se fasse aimanter par le centre de la carte, hein, par le logiciel, parce qu'effectivement, si on tape au fur et à mesure, effectivement, le logiciel Oui, mais là, il y va. a une question. Qui finance le voyage? Et puis, il y en a une autre. Comment financer le voyage? Ouais. Alors ensuite, double-clic avec le contrôle. Donc, est-ce que vous avez des idées de destination? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, quelle est la On destination? on va faire un voyage à Naples, par exemple. Alors, quel moyen de transport? Alors ensuite, quel budget, par exemple? Mhm. Là, j'ai fait une bêtise. J'ai pas mis le. Voilà. Double-clic. Donc, quel budget? Euh, quand, à quelle époque?
Okay. Et combien de personnes? Voilà. Donc, vous voyez qu'à partir de simplement ces post-it chaotiques, sans relation aucune, on les a collectés, donc en pensée divergente. Ensuite, maintenant, en pensée convergente, on va simplement les glisser-déposer pour se rapprocher à 1 centimètre de chacun des nœuds déjà reliés au centre, avec, voilà, on va simplement décider quand partons, etc., etc. Donc, vous voyez que très simplement, vos idées qui étaient arrivées en chaos, on va leur donner un certain ordre. Et donc, ça va déjà vous permettre de distinguer un petit peu les différents éléments qui vous manquent. Par exemple, est-ce que le choix du moyen de transport, donc là, il suffit de se sélectionner sur le moyen de transport et puis on va simplement, on peut comment dire, se questionner sur des moyens de transport. Donc, effectivement, on va pouvoir comparer différents systèmes, hein, par exemple, voiture, etc. Et donc, en fonction des idées qui nous viennent par association d'idées, effectivement, petit à petit, on va structurer notre parcours ou la gestion de l'événement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, rien ne nous empêche de mettre au bout des branches immédiatement une sous-branche. Donc là, je vais mettre par exemple Air France. Et dans Air France, eh bien, je vais pouvoir, toujours avec le clic droit, le triangle pointant en bas, je vais pouvoir aller chercher, par exemple, vous voyez, on fait apparaître tous les paramètres dans cette fenêtre surgissante, en cliquant sur le triangle pointant en bas. On va cliquer sur l'URL. Je vais mettre, par exemple, www.airfrance.com. Je suppose que ça doit être ça, par exemple. Voilà. Ah, j'ai pas, attendez, j'ai pas mis, c'est airfrance.fr, voilà. Ok, j'accepte. Donc, vous voyez que si j'ouvre la carte, je vais avoir un lien vers, alors, là, j'ai sauté de carte. Je ne suis pas dans la bonne carte. Donc, normalement, vous voyez que la gestion d'événements, je reviens sur la carte et effectivement, je ne vais pas taper. On t'entend mal de nouveau, Pierre. Je vais taper www. Alors, Ou si tu as un lien, c'est plus simple. Hein. ouais, alors, je ne l'ai pas là, mais enfin bon. Là, je suis avec ma tablette. Voilà, ben j'ai un lien Air France, donc je vais le mettre dedans. Hop, copier. Hop, hop. Voilà. Oui. Ben, ou alors, le plus simple, c'est encore d'aller ici, de le mettre. Voilà, je vais le coller dedans. Hop. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez qu'il y a une nouvelle extension, il y a une nouvelle icône et j'ai un lien qui me renvoie directement vers France et je peux aller chercher mon ticket directement. Alors, il y a ceci, mais on peut aussi intégrer des images, on peut intégrer des fichiers. Par exemple, si j'ai un fichier PDF intéressant sur comment obtenir une subvention pour financer le voyage, je peux très bien aller chercher un fichier PDF quelque part dans mon... voilà. Ceci, par exemple, ce n'est pas un fichier sur la subvention, mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, ici, je vais prendre un fichier PDF et je vais le mettre dans subvention. Et vous voyez qu'il y a un petit crochet. Alors, le petit crochet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon fichier est maintenant dans la carte. Il est attaché à ma carte. Et donc, si je transmets cette carte à quelqu'un qui est à l'extérieur, eh bien, il suffit qu'il clique sur ce petit crochet pour avoir effectivement le document que j'ai. Bon, ici, c'est Golden Rule, ça n'a rien à voir, mais le document que j'ai accroché.
Alors Pierre, si tu veux bien, maintenant je vais ajouter des responsabilités et des... Alors comment financer le voyage subvention? Ben, qui va chercher la subvention? Ben, je suggère que ce soit toi, voilà, hop, Pierre Mongin, et on va faire ça à partir du mois de juin. Par exemple, le 2 juin, c'est un vendredi, et on va terminer le jour même. Voilà, hop. Et puis, quel moyen de transport? Ben, on a décidé. Et quand part-on? On l'a décidé aussi. Alors maintenant, j'ai une carte avec, vous voyez, des différentes choses qui sont ajoutées. Alors ici, j'ai 1, ça veut dire que c'est une priorité haute. C'est 2 tâches prioritaires. Ici, j'ai un petit rond vide, c'est comme un achèvement 0%. Si maintenant, décider de la destination, c'est fait à 100%, bien, je peux retourner dans mon... Voilà, ici, priorité 1, ici, et 100%, c'est réalisé. OK. Vous voyez qu'il y a un petit check qui est apparu. Et là, par contre, je vais le laisser comme ceci, sans ajouter de degré d'achèvement. Et je vois que Pierre a ajouté aussi quelque chose ici. Alors là, j'ai une carte mentale avec différentes dates, différents noms, enfin des initiales en tout cas. Et si je dois gérer un projet avec ça, c'est vrai que si vous n'êtes pas familier des cartes mentales, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne m'y retrouve pas, je ne sais pas par où le prendre. Si vous travaillez avec des gens qui ont l'habitude de faire des gestions de projet, ils ont aussi sans doute l'habitude des diagrammes de Gantt. Et ici, on va changer l'affichage. Et là, vous voyez le diagramme qui s'affiche. Et donc là, j'ai la gestion de l'événement. Donc la gestion de l'événement, elle va démarrer au 24 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, et elle dure jusqu'au 2 juin, vous voyez. Et en fait, ici, avant, on a organisé le voyage, et puis pendant. Et donc, à chaque fois, vous avez la date de départ, l'échéance, la durée, et puis si je vais plus loin, vous avez le degré de réalisation. Ben, la seule chose qu'on a réalisée jusqu'à présent, c'est le choix de la destination. Alors, vous voyez, priorité cruciale, etc. Ben là, c'était moi qui étais chargé de cette tâche-là. Et puis, Pierre est chargé du budget. Il n'a pas encore commencé. Et Suzanne est responsable du financement. Et elle n'a pas encore commencé non plus. Ici, je vais voir mon diagramme de Gantt. Ben, je vais voir qu'effectivement, ben, ici, décider de la destination, ben, j'avais jusqu'au 26 pour le faire et c'est fait. Vous voyez que quand il y a une barre noire, une barre plus foncée dedans, ça vous montre le degré d'achèvement de la tâche. Et ici, par exemple, qui finance le voyage? C'était Pierre qui devait s'occuper de ça. Et si, par exemple, il a achevé, dans une certaine mesure, le pourcentage de son, je pense de Suzanne, ici, il faut mettre 20%. Et vous voyez que sur la barre, il y a 20% de cette barre qui sont maintenant en bleu foncé. Et ici, je peux voir quelles sont les différentes étapes du projet, qui est responsable du projet et quel est le degré d'achèvement de mon projet. Et donc, si vous êtes habitué, vous, à travailler avec une carte mentale, ben, vous revenez sur la vue carte et vous allez voir immédiatement quelles sont les différentes étapes. On peut l'afficher différemment. Comme on est sur un projet avec différentes dates, je peux aussi décider de ne pas l'afficher comme une carte mentale, mais de l'afficher plutôt comme une ligne du temps. Vous voyez? Et là, je vais organiser un voyage avant, pendant, après, décider de la destination du 25 au 26 mai, quel budget du 27 au 27, et puis on a le 30, 31, le 2 juin, quel moyen de transport, etc. Et donc là, j'ai une ligne du temps qui montre les différentes étapes. Mais si je travaille avec des personnes qui, effectivement, sont habituées à bosser avec le modèle diagramme de Gantt, eh bien, il suffit en un clic, je vais revenir sur diagramme de Gantt, voilà, et il me redonne tout sous forme d'un tableau, comme un tableau Excel, et puis mon diagramme de Gantt qui me montre de manière visuelle qui se charge de quelle étape dans le projet avec les dates qui s'affichent ici en haut. Et je peux encore afficher ça d'une autre façon, c'est une vue liste. Et donc, voilà, ici j'ai mon événement qui est organisé sous forme de liste avec les différentes étapes, les dates et les personnes qui sont normalement en charge de ceci. Donc ici c'est Pierre, là c'est Suzanne, là c'est moi. Et là vous voyez qu'il y a une extension, ça veut dire qu'il y a un document attaché, j'ai mon document qui est attaché ici. Donc quelle que soit la vue,
que ce soit carte ou liste, je peux retrouver mes documents et donc je peux distribuer les documents à mon équipe s'il y a lieu. Alors, cette carte, comme vous voyez, il y a des noms et des taux d'avancement. Ici, on est le 24. Demain, on sera le 25. C'est logique. Et puis le 26, j'aurai un rappel par mail, comme mon email est enregistré dans la carte. Le 26, j'aurai un email qui me dira, attention, on arrive à la limite, à la date limite. Il faut absolument que tu achèves cette étape. Sinon, Pierre, qui doit démarrer le 27, ne pourra pas, lui, remplir sa tâche. Et puis Suzanne, qui arrive après, ne pourra pas remplir la sienne non plus. Et donc, il y a tout un système, non seulement d'affichage, mais aussi un système d'information des membres de l'équipe qui fait qu'en temps réel, ils sont informés de la progression du projet. Donc, pour moi, ça, c'est un outil vraiment extraordinaire, cet outil de Mendomo. D'autant plus que c'est un outil franchement abordable, puisque, si mes souvenirs sont bons, il est à 5 € par mois maintenant. Quelque chose. Oui, Pierre, tu voulais t'exprimer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc, si tu veux bien t'approcher du micro, parce qu'on t'entend de nouveau très mal. forme d'arborescence. Alors, au bout des branches, évidemment, on ne l'a pas montré encore, mais on a la possibilité de faire, par exemple, ici, organiser un voyage. On peut aller directement ouvrir un lien, enfin, un traitement de texte qui est intégré à la carte. Hein. Alors, je sais pas, ça va s'afficher. Moi, ça s'affiche sur mon ordinateur. Je ne sais pas si toi, tu... Mais non, ça ne s'affiche pas sur le note parce que c'est moi qui partage l'écran. Mais je peux le faire ici si tu veux. Décider de la destination, disons qu'on va à Naples. Voilà. Et puis à Naples, je vais ouvrir une note, donc un texte. Et là, je peux donner différentes possibilités. Donc, à Naples, nous irons à l'hôtel Bellagio. Je ne sais pas si ça existe, inventons. Et puis, dans cet hôtel Bellagio, si j'ai une photo de l'hôtel, je peux très bien... Ici, on va voir si on a une photo qui ressemble peu ou prou à ça. On va aller chercher sur Google. Tiens, allez, hôtel Naples. Voilà. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal comme hôtel à Naples. Donc, on va... Voilà, un hôtel Bellagio à Naples. Et si j'ai... voyons si ça existe, tant qu'on y est. Hop. Alors, il y a des hôtels Bellagio, je ne sais pas s'ils sont à Naples, mais oui, voilà, hôtel Bellagio, et il se trouve à Bellagio. Donc, réserver une chambre, machin. Bon, on va en prendre un. Je ne sais pas encore lequel. On va voir, on va en prendre une liste. Voilà. On va prendre le premier ici, qui n'a pas l'air mal. Hôtel Bellagio. Allons voir. OK. Ce n'est pas une pub pour Booking, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ici, je peux effectivement ajouter à l'hôtel. Hop, je vais ajouter le lien. Hop. Voilà. Coller. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un lien. Et si je clique sur le lien, ça va effectivement m'envoyer. Là, j'ai mon éditeur. Voilà. Et si je clique dessus, je vais revenir sur la bonne page avec mon hôtel Bellagio, avec une magnifique vue, etc. Donc, on va. C'est pas grave. Pardon? On ne t'entend pas, Pierre, de nouveau. Et que maintenant que l'on a mis un bout de texte, on va pouvoir exporter le quatrième. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai parlé des 4 C. Collecter les idées en pensée divergente, classer les idées en pensée convergente, configurer les idées, donc des hypertextes, des fichiers, des liens vers des sites web, du texte, des images, etc. Et maintenant, le 4e C, c'est communiquer. Et donc, communiquer, on va exporter la carte sous forme linéaire habituelle, sous format Word, format PDF, sous format PowerPoint. Et donc, en fait, si vous voulez, la carte mentale devient le lien, le pont qu'il y a entre le chaos des idées qu'on trouve sur Internet et une organisation, un ordre sur toutes les informations pour organiser notre voyage. Donc, effectivement, pour les branches. Je vais sortir de la pub. Et ici, j'ai trouvé un truc Bellagio, mais qui était à Las Vegas, mais enfin, ça n'a pas l'air mal.
Et donc, on va le partager. Et ici, je vais prendre simplement le lien YouTube. Et là, je vais ajouter, ben, puisqu'on est à Naples et que ça a l'air de bien nous plaire, ben, je vais ajouter une vidéo. Voilà. YouTube. Hop. Voilà. Et donc maintenant, j'ai une vidéo carrément dans ma mind map et je peux la faire jouer dans ma mind map sans problème. Donc si je veux montrer ça à l'équipe, ben, l'équipe peut effectivement avoir non seulement la note ici avec la photo de l'hôtel, etc., mais elle peut carrément regarder une vidéo dans la carte. Donc on peut vraiment ajouter toute une série d'indications. Alors comme Pierre disait, et quand votre carte est terminée et vous en êtes content, vous pouvez l'exporter sous différents formats. Et ça, c'est une des choses que j'aime bien à propos des deux outils que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que non seulement on peut les intégrer dans toute une famille de logiciels, mais on peut aussi les exporter sous différents formats. Et ici, par exemple, on va l'exporter sous un format PDF. Alors, je vais garder le format de page original, mais on peut très bien le faire en A4, en A3, en A2. Hein. A2, c'est carrément affiche de cinéma. Et puis, si j'exporte, je vais pouvoir choisir de l'exporter vers Dropbox, OneDrive ou Google Drive ou mon ordinateur. Alors aujourd'hui, on va le faire sur Google Drive. Voilà. Hop. Et donc, ce qui était non Alors, linéaire c'est sauvegardé. redevient linéaire. Et donc, il y a une deuxième page derrière. Alors ici, en fait, on a la page avec la mind map, puisque moi, j'ai demandé la mind map en PDF. Je n'ai pas demandé le document en PDF, j'ai demandé la mind map. Et donc là, on a de nouveau la mind map avec la vidéo. Et alors, la vidéo, si vous cliquez dessus, c'est un lien actif qui vous renvoie directement vers la vidéo sur YouTube. Donc, si vous êtes connecté, il suffit de cliquer sur le bon endroit sur la carte et vous allez automatiquement vers la vidéo. Même chose pour les autres liens, donc pas le lien document malheureusement, mais par contre le lien Air France, hein, vous vous souvenez qu'on avait indiqué un lien Air France, si je clique dessus, ça va me renvoyer vers mon site Air France. Et puis organiser un voyage à Naples, donc à Naples nous irons à l'hôtel Bellagio, vous voyez que le texte vient en dessous, sous forme de texte aligné. Et donc vous ne perdez pas trop de l'information que vous avez sur votre carte. C'est aussi un bon moyen d'échanger. J'avais fait notamment une carte avec toute une série d'outils pour les formateurs, d'outils numériques pour les formateurs. Et donc, j'ai une carte avec les noms des outils, chaque fois une petite note qui explique ce qu'est l'outil, et puis un lien qui renvoie vers l'outil original et vers un article, si j'ai un article qui exprime l'outil. Et puis, donc, tout ça est sur la carte, sur le PDF. En cliquant sur les liens du PDF, on peut aller voir et les outils et les articles qui ont été écrits dessus. Et en dessous du PDF, on a la description de chaque outil en texte simple. Donc, si ça vous intéresse, avec l'enregistrement demain, je vous enverrai toutes les cartes, mais je vous enverrai celle-ci notamment et les autres. Et je vous enverrai également le lien vers cet article avec la carte dont je vous parle pour l'instant. Et comme ça, vous aurez effectivement toute une série de ressources, toute une série d'outils que vous pouvez utiliser aussi, soit pour des formations ou pour gérer une institution, etc. Donc ça, c'était pour Mindomo. Donc là, pour Mindomo, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et puis, je voudrais vous parler aussi d'un autre outil que je trouve vraiment intéressant. Alors oui, je vous ai dit, Mindomo, c'est un logiciel qui est totalement intégrable dans d'autres outils. Donc, il fonctionne aussi bien avec la série Google Suite qu'avec OneDrive, avec Dropbox, mais aussi avec Microsoft, etc. Donc, vous pouvez effectivement jongler avec pas mal de choses. Et si, par exemple, vous avez un texte au format texte, donc sur les fichiers TXT, eh bien, vous pouvez reprendre ce fichier et le transformer automatiquement en mind map. Donc, vous l'importez dans Mindomo, et Mindomo vous le transforme automatiquement en mind map dans l'ordre de la liste que vous avez donnée. Donc, c'est un outil vraiment très, très intéressant aussi par rapport à tout ça. Alors, je vous ai parlé aussi tout à l'heure de mind map et d'organisateur graphique. Je pense que c'est un peu le moment d'aller voir justement à quoi ça ressemble. Donc, c'est un article qui est sur notre blog, et qui est un article qui date déjà, hein, j'ai écrit ça en 2014, vous voyez, mais depuis 2014, je pense que c'est toujours d'actualité. C'était mis à jour aujourd'hui. Hein, donc,
C'est pas que je vous donne des vieilleries sans les mettre à jour. Alors en fait, ce que j'ai voulu faire dans cet article, c'est classer des outils visuels de la méthode la plus générale à la plus spécifique. Et pour moi, les deux méthodes les plus générales, c'est la carte mentale, parce qu'avec la carte mentale, on peut faire une foule de choses complètement différentes. Et avec le croquis-notes aussi. Le croquis-notes, je vais vous en montrer un qui n'est pas très bon, mais au moins vous aurez une idée de ce que c'est. Et puis il y a la carte conceptuelle, la carte argumentaire et les autres organisateurs. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ces différents outils. Alors, la carte mentale, ben, je vous ai montré les cartes mentales faites à... Ceci, c'est une carte mentale qui a été faite avec un autre outil qui s'appelle iMindMap, qui n'existe plus maintenant, qui a été remplacé par un autre outil c'est la même entreprise, mais qui a changé le nom de l'outil et qui a intégré de nouvelles fonctionnalités. Mais là, vous voyez qu'elle ressemble quand même très fort à une mind map qui aurait été dessinée à la main. C'est le point fort vraiment de ce, comment dire, de cet outil-là. Voilà, pardon. Alors, le croquis-notes, ben, on prend des notes avec des croquis, c'est-à-dire qu'on va mêler à la fois du dessin et du texte. Alors, moi, ce que je reproche au croquis-notes, c'est que dans une mind map, tout est hiérarchisé. Avec les branches et les couleurs, vous savez exactement quelle idée va sur quelle branche, et ça donne une structure très, très facile à utiliser et à convertir dans d'autres formats. Un croquis-notes, il faut être soi-même très structuré pour que le croquis-notes ressemble à quelque chose et vous apporte une information lisible. Alors, j'ai parlé de carte conceptuelle tout à l'heure, d'écrire des processus. En voilà une, et celle-ci, c'est une carte qui décrit un processus dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est la méthode Getting Things Done, donc qui est une méthode pour vous aider à gérer vos flux de travail. On parle de méthode, comment dire, de gestion du temps, mais en fait, on ne gère pas vraiment le temps, on gère les flux de travail. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les informations qui vous arrivent et on commence à poser une série de questions. Première question, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut, avec ce document, est-ce que je peux tirer une action de ce document? Non. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Non, ça va à la poubelle. Si ça a un intérêt, peut-être un jour. Et alors, je le mets dans un échéancier pour y revenir quand j'ai un peu plus de temps. Et si c'est un document avec une référence intéressante, je le mets dans un système où je peux le retrouver. Imaginons que je travaille dans une association qui travaille avec les jeunes, et j'ai un document ici qui parle du droit des jeunes, mais ça peut intéresser un membre de mon public à un moment donné. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais le garder pour le cas où. Question suivante, est-ce qu'il y a une action ou plusieurs? S'il y a une action, je continue. S'il y en a plusieurs, ça devient un projet, et alors je mets ça dans un dossier projet. Et puis, est-ce que ça prend moins de 2 minutes? Oui, alors je le fais tout de suite. Parce que le temps que je mette tout ça dans mon système, ben, en 2 minutes, j'aurais fait le truc, et le mettre dans un système, ça me prendra vraisemblablement plus longtemps que 2 minutes. Si par contre, ça prend plus de 2 minutes, est-ce que je peux le déléguer? Ben, j'essaie de trouver une personne mieux placée. Ou je ne peux pas le déléguer, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, eh bien, je le fais à un autre moment, je le mets dans un agenda. Et donc, ceci, c'est beaucoup plus facile d'expliquer toute la procédure et les différentes étapes et les différents choix avec une carte comme celle-ci qu'avec une mind map. Parce que j'ai des options différentes, etc. Et là, au moins, je peux suivre le fil logique. Alors, il y a différents types de cartes conceptuelles, et ici, vous avez notamment une carte conceptuelle avec ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Donc, c'est une carte en anglais, je m'en excuse par avance. C'est une carte qui a été faite par une étudiante en sciences politiques à Maastricht. Et donc, elle étudiait le cas des FARC en Amérique du Sud. Et donc, le gouvernement avait un peu marre que les rebelles détruisent des infrastructures, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont promis des primes à l'armée. Et donc, chaque fois que l'armée détruisait une base de rebelles, bien, ils avaient une prime. Sauf qu'à un moment donné, des rebelles, il n'y en avait plus. Et donc, plus de rebelles, plus de primes. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'armée? Ben, elle a inventé des rebelles. Donc, elle a inventé des rebelles, elle a inventé des bases de rebelles, et donc ça a continué à alimenter le système. Et donc, ceci, vous le voyez ici. En fait, ce qui a été fait pour motiver l'armée, pour débarrasser la population des rebelles, ça a finalement incité l'armée à commettre elle-même des atrocités pour faire croire qu'il y avait encore des rebelles. Et au lieu que la population soit plus satisfaite, la population était encore moins satisfaite après qu'avant. Donc, ça a échoué. Mais ça, on peut le montrer avec une boucle de rétroaction sur une mind map. C'est beaucoup plus difficile de l'illustrer de manière lisible.
Alors, une autre carte conceptuelle que moi j'aime bien, c'est une carte que j'avais faite avec Xmind il y a déjà très longtemps. Mais c'est une carte qui permet d'expliquer les relations familiales. Et donc, j'ai utilisé ça notamment pour expliquer les relations familiales dans le cadre de cours de français à des personnes étrangères. Et donc, ça leur donnait à la fois les noms des différents membres de la famille, mais aussi ça leur permettait d'exprimer les relations entre les différents membres de la famille. Et puis, je leur donnais une carte avec des trous et ils devaient replacer le bon nom ou bien les bonnes relations entre les différents membres. Là, c'est de nouveau une carte conceptuelle, mais vous voyez que ce n'est pas linéaire. On peut entrer par n'importe quel point et sortir par n'importe quel point. Alors que dans une mind map, vous entrez forcément par le centre et puis vous allez vers les bords de la page. Alors, une autre carte dont je vous ai parlé et qui est malheureusement très peu connue en francophonie, c'est la carte argumentaire. Alors, pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est un outil extraordinaire pour enseigner aux ados le raisonnement logique. Et c'est un instrument aussi très, très intéressant dans les entreprises parce qu'il permet effectivement de voir quelles sont les options qui sont possibles et celles qui risquent effectivement d'avoir des conséquences redoutables à l'avenir. Et donc, si on prend les biocarburants, vous vous souvenez, il y a quelques années, on parlait énormément des biocarburants et ça allait être la solution à la fois à la pollution et au coût de l'énergie. Alors, pourquoi? Parce qu'ils émettent moins de gaz à effet de serre que les carburants fossiles. Et puis, on s'est rendu compte qu'ils produisent plus de gaz à effet de serre lors de leur transformation que les produits fossiles. Donc, vous avez ici une affirmation, une hypothèse qui vient renforcer cette affirmation, une autre hypothèse qui vient contredire cette affirmation, ils produisent plus de gaz à effet de serre. Cependant, peu de chercheurs s'accordent sur ce point. Et là, vous avez un autre argument qui, lui, vient tempérer le contre-argument ici. Et donc, c'est une très bonne façon d'enseigner aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, comment penser de manière logique, comment argumenter. Alors, l'intérêt de ce genre de carte aussi, c'est que quand vous avez terminé votre carte, vous pouvez aussi l'exporter vers Word et vous avez déjà la base d'une dissertation qui est prête. Alors, cet outil-ci, c'est un outil payant et qui est assez cher, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que, donc c'est Rational Online. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant des outils gratuits qui permettent de faire ça, notamment il y a Reasons. Alors, le problème de Reasons, c'est qu'il est entièrement en anglais, mais il vient d'être traduit en français par un jeune professeur français qui fait un travail remarquable. Et donc, je vais le proposer sur le blog dans quelques jours et même, je vous enverrai le lien si ça vous intéresse aussi. Alors, le diagramme de Venn, on en a tous mangé pendant les études secondaires. Hein, c'est le diagramme le plus utilisé dans les mathématiques. Hein, donc, l'expertise, la passion, la rentabilité. Et puis, vous voyez les intersections entre les différents tableaux et puis l'intersection entre les trois ensembles. Alors, le diagramme de Gantt, on vient de le voir avec MindDomo, mais vous voyez que d'autres logiciels de mind mapping le proposent aussi. Et ici, c'est une ancienne version d'Xmind qui propose aussi un diagramme de Gantt, mais qui est moins bon au niveau de l'affichage. Et puis, vous avez d'autres organisateurs graphiques. Ici, j'ai pris une carte qu'on avait faite pour un cours en primaire, donc comparaison entre les araignées et les insectes. Par exemple, si on prend les pattes, ce qu'on appelle les pattes marcheuses, il y a 8 pattes chez les araignées, 4 paires, 6 pattes chez les insectes, 3 paires. Les araignées n'ont pas d'ailes, les insectes ont 2 ailes. Et alors, une chose qui m'a aussi marqué, c'est les insectes n'ont pas de poumons, ils ont des trachées. Tandis que les araignées ont des poumons et des trachées. Donc, elles sont un peu le maillon manquant le chaînon manquant entre les insectes et nous. Alors, on peut comparer des insectes et des araignées, mais on peut aussi comparer, par exemple, ce que je fais et ce que font mes concurrents. Et là, par exemple, je peux avoir ici la structure par produit et division ou bien la structure par département ou fonction, avec les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Et donc, ça permet effectivement de comparer de façon très visuelle et très simple des choses parfois compliquées. J'en ai fait une autre du même genre sur, ici c'était sur les différentes structures d'organisation, et puis j'en ai fait un aussi sur la concurrence. Donc ce que moi je fais et ce que les concurrents font, et voir ce qu'ils font mieux que moi éventuellement, et là où je peux éventuellement corriger pour faire mieux moi aussi. L'Ishikawa, alors ça c'est un diagramme qui vous permet
Alors là, ce sont les 5 M, donc la main-d'œuvre, la marchandise, le management, les machines et monnaie, l'argent. Ça vous permet de remonter, par exemple, aux causes d'un accident. Ici, il y a un stagiaire qui s'est blessé à la main en utilisant une machine, et puis en analysant le cas, ben, on se rend compte que d'abord, ben, le stagiaire il n'a pas été formé correctement, qu'il n'a pas reçu la formation qui était prévue, que la prévention des accidents n'a pas eu lieu, et que la machine a été, la maintenance de la machine est en retard. Donc il y a 3 causes possibles à l'accident, 3 causes concomitantes. Ce sont effectivement un manque de formation, un manque de prévention et la maintenance qui est en retard. Donc, vous voyez, on peut remonter avec ça dans différentes options, différentes causes. Et puis, je vous ai parlé de ligne du temps tout à l'heure. Je vous ai montré que d'un simple clic, on passe de la mind map à la ligne du temps. Et donc, voilà un exemple. Donc, l'histoire de la formation à distance. Alors, on a toujours l'impression que la formation à distance est quelque chose de très récent. En fait, la première mention de la formation à distance qu'on trouve, c'est celle d'un certain M. Caleb Phillips, qui a fait un cours de correspondance en 1728. Et donc, il a envoyé des courriers pour apprendre à écrire des lettres, etc., donc des lettres commerciales, etc. Donc, c'est la première instance de formation à distance qu'on connaisse, c'est M. Caleb Phillips à Boston en 1728. Donc, vous voyez que c'est très loin d'être aussi récent, aussi moderne qu'on pourrait le croire. Alors, il y a autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, et on va terminer avec ça, c'est effectivement en gestion de projet, on vient de le voir, c'est Lucidpark. Alors, Lucidpark, vous connaissez peut-être déjà un produit de cette famille, c'est Lucidchart, qui permet effectivement, depuis quelques années, de créer des diagrammes du plus simple vers le plus complexe, y compris des dessins d'architecture, etc. Alors, ici, on n'en est pas là. Et ils ont créé un nouveau produit qui s'appelle Lucidpark, qui est un tableau blanc au départ. Donc, on peut très bien avoir un tableau vierge et commencer à dessiner des choses. Mais l'avantage, c'est qu'en réalité, ils ont des tonnes et des tonnes de modèles. Je vais vous en montrer quelques-uns ici, si vous voulez. Donc là, il y a la carte mentale, on ne va pas revenir dessus, on vient d'en voir. Alors ici, il y a Roadmap, donc qui permet de voir les différentes phases d'un projet, où on en est par rapport... on peut montrer les différentes étapes qu'on envisage pour un projet. Le diagramme de Gantt, c'est ce qu'on a vu avec Mendomo, donc la répartition des tâches, des responsabilités de chacun. La carte conceptuelle, ben, on en a vu quelques exemples aussi, hein, l'exemple des familles, l'exemple de Get Your Things Done. Et puis du brainstorming, mais là par exemple, c'est du brainstorming avec des post-it, mais ce sont des post-it virtuels. Et quand on a émis toutes les idées, il y a un système de vote par points. Et donc les partenaires peuvent voter pour les meilleures idées. L'Ishikawa, on vient d'avoir un exemple avec Xmind, mais on peut le faire ici aussi, avec des causes plus nombreuses qu'avec Xmind. Une fiche chronologique, donc une ligne du temps. Vous voyez qu'il y a pas mal de diagrammes qui se recoupent. Alors, les arbres généalogiques, hein, ceux qui sont passionnés par l'histoire de leur famille, l'histoire de leurs origines, c'est mon cas, je vous le dis tout de suite. Alors, brainwriting, on en parlait tout à l'heure, mais voilà un exemple de brainwriting. Dire qu'au lieu d'aller déposer mes idées directement sur un tableau, mais je vais les écrire moi-même et à un moment donné, on va collecter l'ensemble et on va les repositionner sur un tableau commun. Je vois qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, arbres de décision. Donc là, ben, on voit effectivement ben, les différents... Pour prendre une décision en connaissance de cause, on peut analyser différents cas et voir quelles sont les conséquences des décisions que l'on veut prendre, etc. Alors, charte d'équipe asynchrone, mais c'est aussi... ici, on vous a montré de la collaboration en direct. On peut avoir de la collaboration, ce qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire en différé. Et donc là, ben, vous partagez des choses sur un tableau, mais ce n'est pas en temps réel. Moi, je vais par exemple écrire quelque chose aujourd'hui, et puis Pierre vient voir le tableau demain, et il ajoute ses propres commentaires, ses propres trouvailles sur le tableau, etc. Donc, vous voyez, il y a énormément de modèles, je ne sais plus combien, mais c'est assez impressionnant. Alors, ça va dans tous les domaines, hein, que ce soit la planification, les outils. Là, ici, vous avez aussi la carte des parties prenantes. Vous avez les matrices SWOT, les matrices de porteurs, etc. Enfin, tous les outils de gestion visuelle du management sont présents. Et moi, je voulais vous montrer des documents que j'ai réalisés, 2 documents que j'ai réalisés, et vous montrer un peu comment ça fonctionne, parce que c'est quand même assez impressionnant, je trouve.
Surtout que c'est un outil très récent et je trouve qu'il est déjà extrêmement abouti. Et donc, c'est très, très prometteur pour l'avenir. Alors ici, vous allez voir qu'on a fait un brainstorming pour un projet. C'est un appel à projet. Et les textes sont en anglais parce que l'équipe avec laquelle je travaillais est principalement anglophone. Alors, j'ai pris le bon ou pas? Oui. Voilà. Alors, ça apparaît lentement. Je vais agrandir pour que vous voyez un peu le texte. Alors, comment ça fonctionne? Il y a normalement 6 participants. Ici, on n'était que 5. Et on essaye, donc il y a 365 idées possibles. Et on fait 6 tours. Donc, au premier tour, chacun note 3 idées. Le premier participant donne ses 3 idées, je les note ici. Et puis le deuxième participant note ses 3 premières idées, je les note ici. Et puis on continue le tour jusqu'au 5e. Et puis quand on a terminé, eh bien, tout le monde reprend 3 post-it et commence donc à renoter 3 idées. Et on fait un deuxième tour. Mais ce qui est intéressant, c'est que le tableau reste affiché pendant les tours. Et donc, je peux m'inspirer d'idées qui ont déjà été données avant pour aller plus loin. C'est ce que disait Jean-Philippe dans les questions-réponses. Ça fait émerger d'autres idées. Mais ici, c'est pareil. Vous voyez, par exemple, que c'était un projet qui était destiné à travailler avec des communautés immigrées dans Bruxelles. On s'était dit, mais tiens, le peer-to-peer training, c'est-à-dire que les gens se forment entre eux, travailler sur différents types de cultures, travailler sur différents canaux de communication, faire des événements sur les réseaux sociaux, promouvoir la stand-up comedy chez les jeunes qui ont envie de s'exprimer pour qu'ils expriment leurs idées sur l'immigration, faire un podcast, faire un jour de cuisine internationale. Enfin, il y a énormément d'idées qui ont émergé. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est la partie divergente. Divergente, pourquoi? Parce qu'on essaye d'aller au maximum, d'élargir le cadre au maximum et de recueillir le maximum d'idées. Et vous voyez que ça part un peu dans tous les sens, mais ce n'est pas grave, c'est ce qu'on cherche, c'est d'avoir les idées les plus larges possibles. Vous voyez ici des dialogues sur les points communs. Ici, on va commencer à travailler sur des jeux, des meet-up, de l'animation vidéo, etc. Donc, ça commence à prendre forme. Et puis, quand on a rassemblé toutes ces idées, eh bien, on va prendre une autre matrice pour décider, tiens, qu'est-ce qui est pertinent par rapport à notre public? Et on va déjà éliminer certaines choses. Qu'est-ce qui est faisable, matériellement, techniquement, ou avec le nombre de personnes dont on dispose? Et aussi, qu'est-ce qui est faisable au niveau du budget? Est-ce qu'on a 5 millions ou est-ce qu'on a 10 000 euros? Ce n'est pas pareil. On n'aura pas l'occasion de faire la même chose. Combien de temps ça va nous prendre aussi de faire tout ça? Et donc, quels sont les éléments les plus ponctuels et des choses qui sont peut-être plus longs, plus étalées dans le temps? Comment on répartit tout ça? Et donc, à partir de ces outils, on peut effectivement décider d'abord collecter un grand nombre d'idées et puis décider ensemble avec ce genre d'outils, mais quelles sont les idées qui sont vraiment pertinentes par rapport au public, celles qui vont avoir un maximum d'impact, et puis celles qu'on va pouvoir réaliser. Et celles qu'on va pouvoir réaliser, c'est peut-être pas la méthode qui aura le plus d'impact, malheureusement. Mais en gestion de projet, on sait que parfois, il faut pouvoir faire son deuil aussi. Et donc, c'est une bonne batterie d'outils, je pense, pour effectivement choisir des choses pertinentes et prendre des bonnes décisions. Alors ici, justement, par rapport au public, moi, j'aime bien travailler sur base de... Il y a 2 outils que j'aime bien pour travailler par rapport au public. Avant même d'aller voir le public et de lui parler, ou après, ou pendant, ce sont les personas et les cartes d'empathie. Alors, la persona, c'est quoi? C'est un portrait de votre public, en fait. Et donc, ici, mon public, je vais l'appeler Antoine. Et Antoine, il a 30 à 45 ans, il réside à Bruxelles, il est responsable de formation digitale, il est marié avec enfant, il a un revenu d'environ 50 000 euros par an, donc il n'est pas trop mal payé. Et puis sa bio, après des études en sciences humaines, il poursuit une spécialisation en gestion de formation à distance, etc. Et il cherche un produit que moi je vends, ça tombe bien, il cherche une plateforme Moodle avec un portfolio intégré, etc. Et nous, justement, on propose des portfolios, d'ailleurs ce sera le sujet du webinaire de la semaine prochaine. Et donc, j'essaie de voir quelle est sa personnalité, quelles sont ses motivations, ses canaux d'information préférés, etc. Logo de marque, Lucica, c'était juste pour vous montrer qu'on peut effectivement ajouter des logos de marque de produits ou de services qu'il utilise déjà et voir si ce qu'on va lui proposer est en phase avec ce qu'il achète d'habitude ou ce qu'il consomme d'habitude.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans ce Lucidchart, vous avez toute une batterie d'outils absolument incroyables. Ben, ici, par exemple, on peut sélectionner, ajouter du texte, ajouter des post-it, encadrer, ajouter des flèches, etc., ajouter des images. Dans les images, il y a une collection, il y a des gifs, des images, des emojis, des icônes. Il y a Streamline aussi qui est offert avec le tableau. Alors, ce tableau, il est aussi totalement intégrable, aussi bien dans Zoom que dans Teams, de nouveau. Et alors, il y a un truc que j'aime bien aussi dans ce logiciel Lucidchart, c'est la présentation. Et donc, si j'ai envie de présenter ceci à mon équipe, eh bien, je peux très bien créer une présentation. Et vous voyez que j'ai déjà commencé. J'ai mis la tête d'Antoine, j'ai mis quelques trucs. Là, je vais mettre ses motivations, par exemple. Hein, je vais ajouter une nouvelle diapositive. Ben, je vais prendre ceci. Voilà. Je vais sélectionner la diapositive ici. Je vais l'ajouter. Vous voyez, c'est très facile. Hein. Je choisis simplement là, les canaux préférés. Hop. Voilà, ajouter une nouvelle diapositive et mes canaux sont effectivement dans la présentation. Et donc après, pour présenter, c'est très simple, mon logiciel va revenir sur la présentation et créer des slides que je vais pouvoir présenter. Mais imaginons que mon équipe travaille aussi avec Google et j'ai envie de le présenter non pas ici sur Lucidchart mais sur Google, eh bien, je vais simplement cliquer sur exporter vers Google Slide. Voilà, alors on me dit que cette opération peut prendre plusieurs minutes. Mais je l'ai retenté cet après-midi et c'était relativement rapide, donc je vais être confiant et voilà. Elle est créée, je vais cliquer pour afficher. Voilà, et donc j'ai ma présentation slide Google Slide qui est prête. Et vous voyez que mes médias sont reprises ici dans le bon ordre. Plus je peux travailler mon titre et je peux aussi travailler les thèmes. Je peux par exemple choisir une autre mise en page que celle-là et choisir un autre thème que celui-là. Et puis vous voyez que j'ai effectivement médias qui sont prêts à l'emploi. Donc en quelques clics, non seulement j'ai créé la persona à partir d'un modèle, donc ça m'a pris, je pense, quelque chose comme un quart d'heure, 20 minutes pour faire la persona. Et là, vous avez vu, ça m'a pris moins de 5 minutes pour transformer ce diagramme de persona en présentation Google Slide. Et si j'aime bien faire des présentations interactives avec mon public, eh bien, je vais sur mon module Slido, ici, qui est intégré dans mon module Google Slide. Et si vous connaissez un peu WooFlash et WooClap, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans le webinaire microlearning, eh bien, on peut ajouter dans ma présentation ici, je vais par exemple pouvoir ajouter un nuage de mots et demander aux gens, ben, tiens, qu'évoquent ces motivations pour vous. Voilà, je vais l'ajouter à ma présentation. Voilà, et quand je vais faire mon diaporama, voilà, hop, j'espère que ça va s'afficher, Slido, machin, ouais. C'est généralement quand vous... Ah, voilà. Et donc, les personnes peuvent soit scanner ben, vous pouvez le faire d'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous. Vous pouvez scanner le QR code avec votre smartphone, ou bien vous pouvez le prendre avec slido.com. Je vais voir si je mets sur mon smartphone quelque part. Oui, voilà. Oh. Et je vais pouvoir répondre. Donc, qu'évoquent ces motivations pour vous? Je vais scanner avec mon smartphone et je vais ajouter ce que ça évoque pour moi. Vous pouvez le faire aussi chez vous. Voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui a tapé super. C'est quoi, Pierre? Ouais. C'est gratuit, Slido? Alors, c'est gratuit jusqu'à un certain point. C'est un, comment dire, un freemium. Donc, il y a une version gratuite qui est limitée à un certain nombre de questions par présentation, etc. C'est un peu le même modèle que WooClap. Sinon, enfin, moi, en tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas ressenti le besoin d'acheter la version payante. Slido.com, voilà. J'ai un problème avec mon scanner, je ne sais pas pourquoi. Alors, le code, c'est 34.
54 221, voilà. Ok, donc maintenant, c'est motivation pour vous, culture, voilà, portfolio, ok, voilà, donc vous voyez, c'est très facile à utiliser, et ça vous permet aussi soit de dynamiser vos présentations, soit de recueillir comment dire, des feedbacks de votre équipe, etc. Donc, à partir d'un outil qui est Lucidchart, je suis allé sur... voilà, donc je vais arrêter maintenant le poll, mais tout ça est conservé dans Slido, et donc je peux revenir après et voir, tiens, qu'est-ce que mon équipe en pense et qu'est-ce qu'elle me suggère comme mot. Et en fait, ces mots me permettent aussi, moi, par exemple, de faire une recherche intéressante par rapport aux clients qui ont le même profil, ou bien, par exemple, de préciser mon service pour répondre mieux aux besoins de clients que j'ai identifiés grâce à cette présentation et grâce au feedback de mon équipe. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est quelques exemples. Bon, malheureusement, on ne peut pas tout vous montrer. On aimerait bien vous montrer 10 fois plus parce qu'il existe tellement de choses. On est en train d'ailleurs de préparer une nouvelle formation sur ce sujet-là, et notamment une formation en micro-learning sur les outils visuels et sur le management visuel. Et je voulais vous parler aussi d'autres choses. Je vais arrêter le partage. Je voulais vous parler aussi d'autre chose. Je vais essayer de vous le montrer. C'est ceci. Alors, Pierre ne va peut-être pas vous en parler, mais moi, je voulais vous en parler. Alors, est-ce que je peux arriver à le montrer ou pas? Mince, avec mon... Il y a le fond qui se mêle. Bon, ah, voilà. Donc, c'est le dernier livre de Pierre. En tout cas, c'est un livre qui vient d'être mis à jour. Ça s'appelle L'art du management visuel. Donc, c'est vraiment le sujet du jour. Et franchement, je vous le recommande chaudement parce que c'est extrêmement intéressant. C'est bourré de ressources pratiques. Et avec ce livre, déjà, vous pouvez déjà commencer à faire des choses extrêmement intéressantes en matière de management visuel. Donc, surtout, n'hésitez pas comment dire, à vous faire plaisir et à essayer cet ouvrage. Voilà, donc on arrive au terme de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Donc il y avait Jean-Philippe qui demandait quel était le meilleur moyen comment dire, comment est-ce que vous avez exprimé ça, de lever les a priori de participants un peu familiers à ce type d'outils. Je dirais que le meilleur moyen de convaincre les autres, c'est pas de faire comme moi j'ai fait au début, c'est-à-dire le mind mapping c'est génial, c'est formidable, vous devriez tous vous y mettre, mais c'est de commencer à faire des choses en mind mapping et réussir, réussir ces choses, réussir les projets, etc. Et quand vos collègues commencent à voir que tout compte fait, vous êtes bon dans ce que vous faites, vous n'avez pas beaucoup, vous perdez pas beaucoup de temps pour faire des choses intéressantes, etc. Vous faites des choses efficaces et rapides. Ils se disent, mais tiens, tout compte fait, moi, ça me plairait bien aussi de gagner un jour de travail par semaine, ou bien de pouvoir faire plus de choses en moins de temps, et ça me donne du temps pour ma famille et pour mes loisirs. Et effectivement, quand les gens voient que ça fonctionne, en général, ils deviennent de très bons ambassadeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme en plus, on n'est pas nombreux aujourd'hui, si vous voulez, on peut même répondre. Vous pouvez poser votre question en direct et je peux répondre en direct ou Pierre peut répondre comme vous voulez. Personne ne veut participer? Tu peux demander un tour de table avec les gens qui se présentent, parce que tu as dit qu'il y avait quelqu'un d'Algérie, par exemple. Mais le problème, c'est qu'on est dans un modèle webinaire, donc c'est pas évident de... Je peux... Attends, je vais voir si je peux... Non. Je peux pas donner... Par contre, attendez, je revienne dans le réglage, parce que j'ai vraiment un souci avec le panneau des panélistes. Là. Voilà, est-ce que quelqu'un a une question? Vous êtes tous endormis, je vous ai tous anesthésiés, ou bien c'est parce que c'était clair?
peut-être que les gens peuvent dire qu'ils font comme Alors métier. merci Samia pour le compliment. Et effectivement, il y aura d'autres webinaires. Il y en a un la semaine prochaine. Là, je vais vous présenter le portfolio de CN. Donc, CN, c'est Cost Networking. C'est la plateforme d'e-learning qu'on a utilisée pour le MOOC 10 et le MOOC d'IMPA. Mais Jean-Philippe a participé à au moins un des deux, si pas aux deux d'ailleurs. Et il y a un portfolio qui est vraiment très intéressant sur cette plateforme, qui non seulement est intéressant sur cette plateforme-là, mais qui peut être intégré à d'autres plateformes comme Moodle. Je sais que beaucoup de comment dire, d'écoles ou d'institutions utilisent Moodle. Moodle n'a pas de portfolio intégré, il faut intégrer des portfolios qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas toujours évident de trouver des choses qui fonctionnent et qui ne coûtent pas non plus trop cher. Effectivement, Farid, les devises en Algérie, ce n'est pas évident. Mais j'ai des demandes. J'ai eu une demande d'une université algérienne il y a une dizaine de jours qui m'a demandé justement de voir avec eux comment on pouvait travailler ensemble. Et c'est vrai que les outils, le problème des outils, c'est qu'ils ont un prix qui est fixé quelque part, souvent aux États-Unis d'ailleurs. Encore que Lucid Spark, je ne sais plus d'où ils sont, mais ce n'est pas américain. Et Mindomo, c'est roumain. Donc Mindomo, là, c'est vraiment en devise européenne. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans un pays qui a une autre devise, c'est pas évident. Moi, j'ai vu ça, par exemple, quand on a fait des partenariats avec la Grèce ou avec d'autres pays, même s'ils ont la même devise, ils n'ont pas le même, pas forcément le même niveau de salaire. Et acheter le même outil en Allemagne ou en Grèce, c'est pas la même chose, quoi. Quand vous avez un salaire allemand ou un salaire grec, le même prix fait une grosse différence. Et donc, oui, on va continuer à faire des webinaires. N'hésitez pas non plus. Demain, je vous enverrai un fichier, enfin un email avec les liens vers les enregistrements, aussi les liens vers les cartes mentales qu'on a utilisées aujourd'hui, vers les réalisations qu'on a pu faire avec Lucidchart. Je vous mettrai aussi quelques liens d'articles intéressants. On a quelques événements à venir aussi sur le site web, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien vers le calendrier. Et n'hésitez pas non plus, je vous mettrai un lien vers un formulaire. Si vous avez des suggestions d'autres webinaires sur des sujets qui vous intéressent, ça peut être de nouveau sur le mind mapping, mais bon, par exemple, ici, on a parlé de management avec le mind mapping aujourd'hui, et on peut parler du mind mapping en formation, on peut parler du mind mapping dans d'autres domaines. Si on n'est pas, nous, les spécialistes d'un domaine, on peut peut-être inviter quelqu'un. C'est pas exclu qu'on invite quelqu'un qui est un expert dans notre domaine et qui peut venir. Alors oui, les différents outils comme Mindomo, mais Mindomo ne coûte pas très cher. Il y a une version gratuite qui est malheureusement très très limitée maintenant. C'est limité à 3 cartes, si je me souviens bien. C'est pas toujours évident. Mais le prix n'est pas très élevé. Si je me souviens bien, ça doit tourner aux alentours de 5-6 euros par mois pour un individuel maintenant. Donc, ce n'est pas encore très très cher par rapport à d'autres produits. Alors, Maya me demande si on peut retrouver la liste des exemples. Alors, il y a des exemples téléchargeables gratuitement sur le site web. Si vous allez sur notre site, il y a un onglet qui s'appelle REL, donc Ressources éducatives libres. Et là, vous allez trouver toute une série de mind maps, de vidéos, d'applications gratuites, etc. Et puis, dans l'email que je vous enverrai demain, je mettrai aussi des liens vers ces cartes-là et d'autres cartes qui vous intéressent. N'hésitez jamais non plus à me dire, tiens, moi, j'aurais bien besoin d'une carte sur tel sujet, et à ce moment-là, on peut peut-être voir ensemble si c'est une carte qui peut intéresser d'autres, pourquoi pas, à ce moment-là, on la crée et on la met comme ressource gratuite sur le site web aussi, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, une des choses qu'on voudrait aussi beaucoup pousser, donc nous sommes une association basée à Bruxelles, et une des missions qu'on s'est données, c'est aussi de distribuer un maximum de ressources gratuites pour les enseignants, où qu'ils soient, aussi bien en français qu'en anglais. Et donc, là, on a travaillé pas mal sur les ressources françaises. On va bientôt proposer, on est en train de travailler sur une version anglaise du site et bientôt sur une version néerlandaise. Et donc, on va proposer des ressources gratuites dans ces langues-là. Et puis, j'espère qu'on va les étendre au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, ça veut dire que toutes ces ressources gratuites qui sont sur le site, elles sont réutilisables. Donc, vous pouvez très bien les réutiliser. Donc, ça, c'est aussi un sujet de webinaire qu'on pourrait faire, c'est un sujet sur les ressources éducatives libres.
quelles sont les règles pour les ressources éducatives libres, où est-ce qu'on peut les trouver? Il y a des ressources qui existent. Il y en a malheureusement qui disparaissent. Moi, je fais une veille là-dessus. J'essaye de trouver toujours des nouvelles ressources, que ce soit des vidéos, des cartes, des applications gratuites, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disparaissent, malheureusement. Parfois des choses très intéressantes, d'ailleurs. Et donc, on essaie de se tenir au courant. Donc, n'hésitez jamais. S'il y a des thèmes de webinaires qui vous intéressent, faites-nous signe et on essaiera de programmer ça, soit nous directement, soit on invitera quelqu'un qui est capable de faire un webinaire intéressant sur le... Alors oui, il y a des exemples de scénarios pédagogiques avec Mindmap. Il y en a notamment, je pense qu'il y en a au moins 2 sur mon site. Donc là, je peux aussi vous donner... oui, je pense qu'il y en a même plus que 2. Et il y a ceux que j'ai fait dans le cadre des formations que j'ai données pour les enseignants que je peux aussi vous donner. Mais ce sont des exemples, hein, donc ça veut dire qu'il ne faut pas les reproduire tels quels, mais en inspirer, quoi, parce que sinon, effectivement, c'est un peu dommage. On en parlait avec Pierre tout à l'heure, il y a des systèmes maintenant automatisés, hein, comme qui fonctionnent sur ChatGPT ou des choses de genre. Et en fait, c'est l'IA qui crée la carte, mais vous, pendant ce temps-là, vous n'apprenez rien. Oui, mindmanagement.org, oui, effectivement. Donc, c'est aussi un site de Pierre où vous allez trouver aussi pas mal de ressources gratuites. Mais n'hésitez pas, on a une lettre d'info aussi qui s'appelle Pédagogie active. Donc, je pense que pas mal d'entre vous, d'ailleurs, sont venus via cette lettre-là. Mais s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, je peux aussi mettre le lien dans le site, dans l'email que je vous enverrai demain. Et à ce moment-là, je peux, vous serez tenu au courant, puisque dans les lettres d'information, on vous présente à chaque fois les webinaires qui vont suivre, quoi. Donc, n'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Donc, comme les webinaires, c'est pareil, c'est entièrement gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, pour ceux qui sont en France, on travaille aussi avec Creatis, qui est certifié Calliope. Et donc, ça veut dire que quand on travaille avec eux, ben, nos formations sont reconnues par Calliope. Et donc, vous pouvez faire financer vos formations via le CPF, ce qui fait que votre formation professionnelle devient gratuite à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas non plus à nous contacter si vous êtes intéressé par une de nos formations et voir si elle est finançable via le CPF. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que les participants peuvent dire dans quel pays ils se trouvent et quel est leur métier ou quels sont leurs sites d'intérêt, enfin leurs travaux, soit étudiants, soit enseignants, etc. Pour qu'on ait un peu une idée. On pourrait faire un sondage là-dessus. Ouais. Dans l'email, je peux aussi ajouter un sondage. Mais enfin, déjà, il y aura pas mal de trucs dans l'email. Donc, c'est peut-être... Là, chacun peut dire où est-ce qu'il est. Il y en a en fonction des noms. Enfin, ça ne donne pas forcément une adresse. Comment? On ne t'entend pas très bien, Pierre. Avec les noms, on peut deviner que certains sont hors de France, mais c'est difficile de savoir où est-ce qu'ils se trouvent et quels sont leurs centres d'intérêt. Voilà. Donc, vous pouvez écrire dans le question-réponse ou dans la discussion, vous pouvez mettre, je dirais, où est-ce que vous êtes et ce qui vous a intéressé ou ce qui vous a manqué, par exemple. N'hésitez pas à interagir avec le... En fait, là, il y a un sondage. Je vais le faire passer maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez bien, c'est la dernière chose que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de répondre à deux questions. C'est est-ce que vous êtes satisfait du webinaire et est-ce que vous recommanderiez ce webinaire à un ami? Et puis, il y a une question sans titre. Ça, c'est une erreur de ma part. Donc, n'essayez pas de répondre à celle-là. Mais si vous pouviez répondre au moins au premier, à me dire si vous êtes satisfait du webinaire ou non, et si vous le recommanderiez à quelqu'un d'autre, ça me ferait plaisir de le savoir si effectivement vous avez apprécié ou non.
Ça nous permet, nous aussi, de voir si on est dans le bon ou bien si on est en train de proposer n'importe quoi aux gens et que ça leur fait. Si c'est pour proposer des choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous font pas plaisir, c'est vrai que pour nous, ça manque un peu d'intérêt aussi, quoi. Mais, ok, mais merci infiniment d'avoir répondu au sondage. Merci aussi d'avoir participé au webinaire, évidemment. Et puis, ben, ceux qui sont intéressés, on se retrouve la semaine prochaine pour le webinaire sur le portfolio. Et la semaine suivante, on aura un autre webinaire sur le tutorat en ligne. Donc, comment accompagner les apprenants d'une formation pour être certain qu'ils n'abandonnent pas très rapidement. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les MOOC où il n'y avait pas d'accompagnement, mais les abandons sont relativement importants, enfin, plus que relativement, ils sont parfois très, très importants. Alors que dans les cours en ligne où il y a un accompagnement digne de ce nom, mais les gens restent beaucoup plus jusqu'au bout. Et donc, ce sera la semaine prochaine, ce sera l'e-portfolio, et la semaine suivante, on parlera d'e-tutorat et d'accompagnement de vos apprenants en ligne. Ben, merci encore, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout, d'avoir participé à ce nouvel événement, et puis j'espère vous revoir très bientôt dans un prochain webinaire. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, Pierre.